Alors, introduction au monde quantique. Alors, ça commence en 1900, donc c'est un petit rappel d'histoire des sciences. En 1900, il y a une citation qui est extrêmement célèbre dans le monde des physiciens. C'est traduit en français, hein, mais c'est Kelvin qui fait une présentation devant une société savante et qui dit que la connaissance en physique est semblable à un grand ciel bleu à l'horizon duquel subsistent seulement deux petits nuages. Alors, qu'est-ce que c'est le grand ciel bleu? En 1900, on a posé toutes les bases de la physique classique. La physique classique, c'est ce que je vous enseigne en fait. Donc c'est la mécanique de Newton, c'est l'électromagnétisme et c'est la thermodynamique. Et on a posé les liens entre ces différents thèmes. On sait même faire des interférences, on sait même faire de la physique des ondes, on sait faire tout un tas de choses. Il y a juste deux petites expériences qu'on ne sait pas interpréter. Ces deux expériences, c'est le rayonnement du corps noir et l'effet photoélectrique. Et en fait, l'interprétation de ces deux expériences, la modélisation de ces deux expériences, va donner naissance à un cadre théorique nouveau, qui est le cadre de la mécanique quantique, qui est en gros le cadre de la physique qu'on appelle moderne. Alors elle est moderne, mais elle a plus de 100 ans maintenant, et qui est la physique qui est utilisée dans, par exemple, toute l'industrie des semi-conducteurs en microélectronique, par exemple. Alors la relativité en 1900, on la connaît pas encore, hein, Loïc. Donc ça c'est un autre petit détail, la relativité. La mécanique quantique a beaucoup plus d'applications aujourd'hui que la théorie de la relativité. La théorie de la relativité, les applications dans la vie de tous les jours, c'est le GPS et c'est tout, quoi. La physique quantique, les applications dans la vie de tous les jours, vous vous en servez tout le temps dès que vous avez un ordinateur. De façon un peu indirecte, mais vous vous en servez quand même. Ok. Vous vous en servez aussi quand vous faites de la chimie, toute la spectroscopie par exemple. Ça c'est de la mécanique, enfin c'est de la physique quantique. Toutes les techniques d'analyse en chimie, tout un tas de développements en physique des matériaux, c'est basé sur cette théorie-là. Ok. Alors on va commencer par un petit film que je vais vous retrouver. Hop. Touc. Si j'y arrive, il doit être là. Et il est là. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors c'est une expérience, alors je vais vérifier que ça marche à peu près. Voilà. Donc je vous explique le principe. C'est une expérience de Von Young, donc c'est une expérience très simple en physique des particules, en physique de, pardon, en physique de la lumière. Donc le principe c'est vous avez une source de lumière, là il y a deux fentes qui laissent passer la lumière et vous récupérez de l'autre côté au niveau d'un écran. Je vous rappelle ce que ça donne quand on utilise de la lumière. Ça donne ça, si je le retrouve, je sais pas où il est là. Touc. Donc ça donne un truc qui ressemble à ça. Donc là, à gauche, vous avez, donc tout à gauche, vous avez les deux sources de lumière. Et à droite, vous avez le profil qui vous dit si c'est clair, si c'est sombre. D'accord? Là, j'ai mis la version en mouvement. Donc la version en mouvement, c'est la version qu'on a quand on fait par exemple de l'acoustique, ce qu'on avait vu en début d'année. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'avec la lumière, c'est la même chose, mais la distance entre deux fronts d'onde successifs, c'est une longueur d'onde. Donc c'est 600 nanomètres. D'accord. Et la vitesse de propagation du front d'onde, c'est 3 × 10 × 8 mètres par seconde. Avec comme conséquence que sur l'écran, vous récupérez à droite que la figure d'interférence par un effet moyenne au niveau du capteur. Votre capteur, il n'est pas capable de détecter les oscillations clair-sombre, clair-sombre. Il détecte juste un effet moyenné là-dessus. D'accord. Après, on peut changer la longueur d'onde. Quand on change la longueur d'onde, et ben, ça change l'interfrange, et donc l'interfrange nous permet de remonter à la mesure de la longueur d'onde. On s'était servi de ce genre de propriété en optique quand on avait fait les TP sur le goniomètre à réseau. Ok. Ça, c'est la version avec la lumière. On fait la même expérience, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à gauche, là où il y avait les deux sources, on va mettre une plaque. Cette plaque, elle va être percée de deux trous. Et à gauche de cette plaque, on va utiliser un canon à électrons. Donc ça va ressembler à un truc qui ressemble à ça. C'est là le dessin. Ouais. Tac. Donc vous avez un canon à électrons, qui est ici.
Donc ça, le canon à électrons, maintenant vous savez comment on fait. Donc vous prenez un petit filament chauffé et vous l'accélérez entre deux plaques avec un petit trou, hop, comme ça. Et ici vous mettez un champ électrique. D'accord? Donc ça va envoyer un faisceau d'électrons qui va partir par là. Ici on va mettre une autre plaque, comme ça. Et cette plaque, on va la percer de deux trous. Et on va mettre ici un écran. Ok? Que dit la mécanique classique? La mécanique classique dit ok, j'ai un électron qui arrive, il y a deux options, soit il s'écrase sur la plaque, soit il traverse la plaque. Donc en gros, celui-là il s'écrase, celui-là il traverse, donc il va venir taper l'écran. Okay, donc ce que prévoit la mécanique classique, c'est de récupérer des impacts des électrons sur l'écran. Et après, on peut fabriquer l'écran de façon à avoir des petits capteurs qui vont être susceptibles de détecter l'impact d'un électron. Donc si l'électron vient frapper le capteur, donc par exemple imaginez qu'il y a un électron ici qui arrive, tac, ce petit capteur ici va générer un petit courant électrique qui va être amplifié derrière, et on va être capable de dire, à cet instant-là, il y a un électron qui a frappé l'écran ici. Alors après, on est capable de faire des canons à électrons à gauche qui émettent les électrons un par un. Et on va regarder ce qui se passe quand on filme l'écran. Donc là, la vidéo que je vais vous projeter, c'est une vidéo où on est en train de regarder l'écran vu de face. Tac, tac. Donc là, vous devez voir normalement une image sur laquelle il y a juste un petit point. Le petit point, c'est l'impact du premier électron. Et puis là, vous avez vu apparaître deux autres petits points. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des impacts, et les impacts, ils ne se font pas tous au même endroit. Alors à quelle fréquence, Edine? En fait là c'est filmé assez ralenti, mais vous pouvez émettre des électrons 1 par seconde si vous voulez, ça c'est techniquement faisable. Donc en fait là le but de l'expérience c'est juste, je dois avoir une électronique qui est suffisamment rapide pour détecter les impacts un par un. D'accord? Et après finalement le temps entre deux impacts n'est pas important. Donc si vous regardez les premiers impacts, il faut que je remette la vidéo en marche, ça marchera mieux, hop. Tac. Donc si vous regardez comment ils se répartissent, vous voyez qu'au début les impacts, finalement ils sont un peu aléatoires. Donc qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit, l'électron il arrive par une des fentes, il est peut-être un peu dévié par le passage par la fente, et puis il va taper un peu n'importe où. Et si on continue, pendant relativement longtemps, donc là vous voyez, la figure qu'on voit là, elle a l'air quand même relativement aléatoire. Là on va un peu plus vite et on a un peu plus d'électrons d'un coup. Donc chaque impact, vous ne pouvez pas prévoir où il va avoir lieu. Donc chaque impact pris un par un. Vous n'avez aucun moyen de prévoir où est l'impact. D'accord? Par contre, si vous faites beaucoup de fois l'expérience, vous arrivez, alors je vais essayer d'arrêter juste avant la fin de la vidéo, à cette figure-là qui commence à se voir là. Je vais attendre encore 10 secondes. Voilà, là ça commence à être pas mal. Tac. Vous arrivez à cette figure-là. Donc cette figure-là, c'est la même figure qui est enregistrée, mais sur un temps beaucoup plus long. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous constatez qu'en fait, il y a des zones qui sont entre guillemets plus claires et des zones entre guillemets plus sombres. Les zones plus claires, c'est les endroits où il y a eu plus d'impact. D'accord? Donc chaque impact a l'air aléatoire, mais quand vous reconstituez la figure avec des milliers et des milliers d'impacts, vous voyez qu'en fait, la distribution des impacts n'est pas aléatoire. Il y a plus d'impacts dans une bande centrale, au milieu, enfin dans les bandes entre guillemets claires, et il y a très peu d'impact dans les bandes sombres. Et la figure que vous observez, elle ressemble de façon très claire à une figure d'interférence avec des zones d'interférence constructives et des zones d'interférence destructives. Et en physique, quand vous voyez des interférences, entre guillemets, c'est que vous avez un phénomène ondulatoire. Donc là, l'idée, c'est de dire, ok, l'électron, je le considère comme une particule qui va s'éclater sur l'écran, mais l'endroit où il va aller est régi par un phénomène ondulatoire.
Et ça, c'est la base de l'interprétation, enfin, c'est la base de la description de la matière en physique quantique. Alors, on va remettre le petit poli. Hop. Qui est où? Qui est là. Tac, tac. Donc ça, c'est une petite expérience d'introduction. Cette expérience-là, elle date pas de 1900, hein, parce qu'en 1900, on ne savait pas émettre des électrons un par un. Elle date des années, si je me rappelle bien, c'est 2000 et des brouettes, donc c'est une expérience assez récente. D'accord? Donc maintenant, on revient en arrière et on revient à l'état des connaissances en 1900. En 1900, il y avait un objet que les physiciens aimaient bien étudier, c'est ce qui s'appelait le corps noir. Donc le corps noir, ça porte assez mal son nom parce qu'il n'est pas noir. La définition d'un corps noir, c'est vous prenez un objet qui absorbe tout le rayonnement qu'il reçoit, qui ne réfléchit pas le rayonnement qu'il reçoit. C'est pour ça qu'on l'appelle noir. D'accord? Donc, si vous l'éclairez avec une lampe, il apparaît noir parce qu'il absorbe toute la lumière. Mais par contre, si cet objet il absorbe de la lumière, il va absorber de l'énergie. La quantité d'énergie qu'il va absorber ne peut pas être infinie, donc il va réémettre de l'énergie en réponse. Et l'énergie qu'il va réémettre se caractérise par un spectre particulier qui s'appelle le spectre du corps noir. Et Idriss, ce qui est noir, c'est vous prenez vous éclairez avec une lampe, d'accord? Si c'est un corps noir parfait, vous verrez pas de reflet de la lampe. Par contre, il va émettre quand même un rayonnement. Et le rayonnement qu'il va émettre a un spectre caractéristique, et ce spectre, en fait, il dépend d'un paramètre qu'on a déjà vu en thermo, qui est la température. Exemple de corps noir. Alors, de façon plus ou moins parfaite, un premier exemple de corps noir, c'est le Soleil. Alors, le Soleil, il émet un spectre qui a un pic dans le visible. Le pic du rayonnement solaire, c'est autour du jaune-vert, ce qui correspond au max de sensibilité de l'œil humain. Deuxième exemple de corps noir, c'est vous. Vous émettez des infrarouges, et le pic de votre spectre d'émission correspond à la température de votre corps à 37 degrés et quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui était étudié en thermo, et c'est quelque chose qu'on cherchait à modéliser. Comment est-ce qu'on faisait pour modéliser ça? Oui, alors Younes, le corps noir, c'est le modèle parfait. Après, vous n'êtes pas exactement un corps noir, vous êtes ce qu'on appelle, en thermo, on appelle ça un corps gris. Donc vous avez une petite partie de corps noir, puis vous avez une petite partie de lumière qui réfléchit. D'accord? Alors comment on fait pour modéliser ça en physique? Il faut qu'on soit capable de décrire l'interaction entre la matière et la lumière. Le cadre théorique à cette époque-là, c'est, ok, la matière c'est les lois de la mécanique, pas de problème. La lumière c'est l'électromagnétisme de Maxwell. Et ça on sait faire, on sait décrire l'interaction lumière-matière, c'est assez simple à faire, je vais vous l'écrire. On va faire un petit dessin. Hop. Ça se décrit comme ça. Donc, ça c'est de la matière. Donc ça c'est une molécule, par exemple une molécule de dioxygène. Une molécule, on modélise ça par un petit ressort. D'accord? Et la lumière, elle arrive, elle émet une onde. L'onde, c'est un champ électromagnétique. Et donc l'interaction lumière-matière, elle se fait essentiellement via la force de Lorentz, qu'on a déjà étudiée. Donc Q, E plus V vectoriel V. Ok? Donc caractériser l'interaction matière-lumière, ça revient à caractériser le mouvement de ce truc-là soumis à une force extérieure. Et cette force extérieure, elle va être du type un truc qui est comme ça. C'est une excitation sinusoïdale. D'accord? Donc ça, c'est des problèmes que vous seriez techniquement capable de résoudre. Vous faites juste le PFD pour un objet qui subit une interaction sinusoïdale. On l'a déjà fait quand on a fait le problème de la question du bleu du ciel. C'est le même point de départ. Alors après, il y a 2-3 subtilités quand même, parce qu'il faut prendre en compte la matière dans son ensemble. Donc il y a un petit peu de travail à faire, c'est pas non plus direct, mais le cadre théorique, c'est ça. Et si vous allez au bout de ce cadre théorique-là, et bien, qu'est-ce que ça donne? On va remettre la présentation. Hop. Ça donne la courbe E, qui est la courbe noire. D'accord?
Donc la courbe noire, c'est la courbe qui prévoit le lien entre la température et le spectre d'émission, ça veut dire la quantité de lumière émise par cet objet. La température, elle est liée à quoi? Elle est liée à l'agitation thermique. Donc ça c'est pareil, on a déjà vu, le 1,5 de mu carré égale 3,5 de kBT. Donc la mécanique, vous résolvez les équations de la méca, ça vous donne la distribution de vitesse. De la distribution de vitesse, vous remontez à la température. Et on arrive à un truc qui s'appelle la catastrophe ultraviolette, à savoir la théorie. Vous pouvez faire tous les modèles que vous voulez, mais la théorie, elle diverge pour les courtes longueurs d'onde. Alors que l'expérience, c'est les courbes qui sont à gauche, l'expérience ne montre pas cette divergence. Ok? Et ça, c'est un vrai problème théorique il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents dessus. Et celui qui a posé une interprétation de ce truc-là, c'est Max Planck. Donc c'est ce que je viens de rajouter. L'interprétation de Rayleigh, c'est les petites oscillations forcées. La solution de Planck, alors c'est une solution qui est assez intéressante du point de vue épistémologique. C'est une solution où il introduit de façon complètement arbitraire une discontinuité dans l'interaction entre la matière et le rayonnement. C'est-à-dire le F égale QE, ça génère un terme d'interaction matière-rayonnement, et il dit, ok, je ne peux pas introduire n'importe quelle quantité d'énergie dans le problème, je peux que introduire une quantité d'énergie qui est proportionnelle à la fréquence de l'excitation. Et il définit un quantum d'énergie qui est E égale h nu, où h c'est... Alors, la valeur qui est fixée, c'est la valeur de la constante de Planck. La valeur de h, elle est fixée pour faire coller, entre guillemets, le spectre du corps noir avec la théorie. Et ça marche, entre guillemets. Donc il arrive, avec ce modèle-là, à remplacer la courbe noire d'avant par les courbes bleues, vertes, etc. Okay, et à reproduire le spectre attendu. Mais il le fait au prix d'une introduction, et quand il explique son petit artifice, il est limite à dire qu'il l'a fait parce que ça lui rendait service, mais qu'il n'y croit pas trop. Ok? Donc ça, c'est l'idée de départ. Deuxième expérience, c'est le principe de l'effet photoélectrique. Alors ça, c'est une expérience qui est assez importante, qui a encore des applications aujourd'hui. L'application de l'effet photoélectrique aujourd'hui, c'est les capteurs solaires. Donc le principe, c'est le suivant. On va encore utiliser un canon à électrons. Alors, sauf que cette fois-ci, au lieu de chauffer le filament et d'arracher des électrons avec un dispositif de chauffage externe, on va essayer d'arracher les électrons en utilisant de la lumière. Donc vous avez un faisceau lumineux qui vient taper une cathode. On focalise le faisceau sur la cathode et on se dit on va se servir de la lumière, de l'énergie contenue dans le rayonnement. Alors l'énergie contenue dans le rayonnement, c'est quelque chose qui est parfaitement décrit dans le cadre de la théorie de Maxwell, quelque chose que vous apprendrez en deuxième année. Il n'y a pas de physique quantique là-dedans. Et on se dit, ok, cette quantité d'énergie-là, je vais m'en servir pour arracher les électrons. Avec comme idée sous-jacente de dire, plus j'apporte d'énergie, plus je vais arracher d'électrons. Ça, c'est une idée qui est extrêmement logique. Vous dites, ok, plus j'apporte d'énergie, plus j'arrache d'électrons. Comment on va faire pour détecter que les électrons sont arrachés? Eh bien, on va appliquer une différence de potentiel entre le point C et le point A. Donc C, c'est la cathode, A, c'est l'anode. De façon à ce que si j'ai un électron qui est émis au point C, je sois capable de l'envoyer jusqu'au point A. Et si je suis capable de l'envoyer jusqu'au point A, je vais détecter dans le circuit qui est en dessous un courant. Et je vais mesurer l'intensité de ce courant. Ok? Alors déjà, si j'applique au départ une tension suffisante, je suis capable de détecter, de générer tout seul l'intensité du courant. Ok? Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc ça c'est le principe. Le trait vert, ça représente les limites, si vous voulez, c'est les endroits où on va contrôler le potentiel au niveau de l'anode, pour forcer l'électron à se déplacer entre la cathode et l'anode. Donc, dans toute la zone vert, le potentiel il vaut V de l'anode. Au niveau du trait rouge, le potentiel il vaut V de la cathode. Ok? Oui, Idriss, c'est exactement ça. On veut arracher des électrons au point C et les envoyer du point C vers le point A. Si vous êtes capable d'envoyer des électrons du point C vers le point A, vous générez un courant. Ok? Alors, on commence par regarder ce qui se passe quand le potentiel V est nul. Donc, là, je suis au niveau V égale 0. Donc, si V égale 0, j'applique pas de tension de l'autre côté. Je fais rien, entre guillemets. D'accord?
si j'augmente l'intensité lumineuse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je constate que le photocourant, donc l'intensité du courant, augmente. Donc ça, c'est logique, il n'y a pas de problème. Et après, je peux moduler le potentiel et dire, bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de contrer le photocourant en appliquant un potentiel qui va ralentir les électrons. Donc vous imaginez les électrons, ils se font éjecter en C par le faisceau lumineux, ils partent avec une certaine énergie cinétique de C vers A, et j'applique une tension entre C et A qui vient contrer cette énergie cinétique. Et si je cale bien le potentiel, la différence de potentiel, je vais pouvoir arrêter les électrons qui sont émis, donc faire en sorte qu'en gros, ils vont partir de C, ils vont aller de C vers A, mais ils vont arriver à une vitesse quasi nulle en A, et du coup, ils ne vont pas arriver au niveau de la note. Ça, c'est ce qui s'appelle le V-stop, ça s'appelle le potentiel d'arrêt. D'accord? En physique classique, l'idée, c'est de dire, bah, si j'ai plus d'énergie disponible au départ, il va falloir que j'applique une plus grande tension pour contrer ça. Donc le potentiel d'arrêt, V-stop, il devrait dépendre de l'intensité du faisceau lumineux. Alors, Romain, pourquoi V-stop est négatif? Ça vient juste du choix de l'orientation entre l'anode et la cathode. D'accord. Après, vous pouvez raisonner en valeur absolue sur cet exemple-là, c'est pas très important. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ce potentiel, il est rajouté pour contrer l'effet d'extraction des électrons. D'accord. Antoine, les petites coupures, je peux rien faire pour vous. Je sais pas si ça vient de vous ou... Moi, a priori, mon réseau, il a l'air plutôt bon. Il y en a beaucoup qui ont des coupures ou pas? Zut. Oui, non, non, oui. Ok. Bon, bah j'espère. De toute façon, je fais comme d'habitude, je filme, donc j'espère que après, s'il y a trop de coupures, vous récupérerez le film tout à l'heure. D'accord? Et je vais essayer de parler moins vite alors. Du coup, je disais quoi? Donc voilà, donc la mesure de ce truc-là, la physique classique, elle vous dit ce truc-là doit dépendre de l'intensité lumineuse. En gros, l'idée, c'est plus j'ai d'énergie, plus il va me falloir moi en fournir beaucoup pour contrer. D'accord? Victor, ça c'est de la chimie. Les histoires entre anode, oxydation, etc. Ça c'est des histoires de chimie. D'accord? Alors du coup, donc ça c'est la première chose. Quand vous faites l'expérience, ce que vous constatez, c'est que le potentiel d'arrêt est le même, quelle que soit l'intensité lumineuse. Donc vous avez une courbe avec deux intensités lumineuses, et le potentiel d'arrêt c'est le même. Ok? Alors ensuite, si vous changez... Oui, c'est ça. Si on applique V-stop, l'électron, il ne traverse pas, donc on ne mesure pas de courant. Ensuite, vous pouvez changer aussi la fréquence du rayonnement. Vous choisissez un rayonnement de rouge, bleu, ce que vous voulez. En physique classique, la fréquence du rayonnement n'intervient pas dans la valeur du potentiel d'arrêt. C'est-à-dire, normalement, n'importe quelle fréquence conduit à l'effet. D'accord? Peut-être plus ou moins fort, parce que quand même l'énergie dépend de la fréquence, mais n'importe quelle fréquence conduit à l'effet. Et quand on fait l'expérience, on constate qu'en fait, en deçà d'une certaine fréquence, bah, le potentiel d'arrêt est nul. Ça veut dire quoi, le potentiel d'arrêt est nul? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet. Ça veut dire que je n'ai pas réussi à arracher les électrons, parce que si je veux arrêter les électrons, il faut que j'ai réussi à les arracher. Ok? Et par contre, de l'autre côté, à droite, avec des fréquences plus élevées, là, on arrive à arracher les électrons. Non, Loïc, les électrons ne sont pas forcément émis sans vitesse depuis la cathode. Les électrons ils vont être émis avec une certaine énergie cinétique, a priori. Okay? Et le potentiel d'arrêt, justement, il vient contrer cette énergie cinétique-là. Alors, interprétation de tout ça. Les deux choses qui ne peuvent pas s'interpréter de façon classique très, très directe, c'est le fait que l'énergie cinétique de l'électron ne dépend pas de l'intensité mais de la fréquence. Donc ça se voit avec la deuxième courbe. Le fait que le potentiel d'arrêt, ici, il dépend de F0. Et le fait qu'il y ait un seuil. Le fait qu'il y ait un seuil, c'est pas interprétable en physique classique. En physique classique, vous apportez de l'énergie, vous apportez de l'énergie. D'accord? Là, ce qu'on est en train de dire, c'est ok, on apporte de l'énergie, mais il se passe rien. Et il commence à se passer quelque chose à partir d'un moment. Le potentiel d'arrêt, c'est V-stop, ouais. Donc ça, c'est le cadre de départ. Interprétation proposée, donc c'est Einstein qui propose ça pendant l'année 1905.
il dit que pour arracher un électron, en fait, ce qui est important, c'est pas la quantité d'énergie qu'on va apporter, mais comment on va l'apporter. Il décrit l'interaction pas entre un électron et une onde électromagnétique, mais il la décrit comme l'interaction entre un électron et un objet qu'il introduit qui s'appelle le photon, et qui caractérise par son énergie. Et il dit, si l'énergie du photon est suffisante, je vais pouvoir arracher l'électron. Si elle est insuffisante, je ne vais pas pouvoir arracher l'électron. Ok ? Et le photon qu'il introduit, il lui donne comme caractéristique une énergie qui est celle du quantum introduit par Planck quelques années avant. Donc Einstein, quand il résout l'effet photoélectrique en 1905, il connaît déjà les travaux de Planck. D'accord ? Et il s'en sert. Il n'intuite pas le E égale h nu, il se sert des travaux de Planck pour poser ça. 1905, c'est l'année de la relativité restreinte, je ne sais pas si vous vous rappelez aussi. Et 1905, c'est aussi l'année du mouvement brownien, agitation thermique, etc. Ça s'appelle l'année magique en physique. C'est l'année où un seul type tout seul sorti d'un petit endroit caché au fin fond de la Suisse pond 3 articles qui sont 3 articles fondateurs pour 3 thèmes, 3 domaines de la physique qui sont la physique quantique, la relativité et la physique statistique. Ok ? Donc Max Planck, il se récupère quand même un prix Nobel en 1918. Ça, je l'ai déjà dit. Hop. Et alors, du coup, pourquoi est-ce qu'il y a un effet avec l'intensité lumineuse ? En fait, l'effet avec l'intensité lumineuse, il vient du fait que si vous avez suffisamment de photons, vous allez arracher plus d'électrons. Mais c'est un photon qui arrache un électron. Et alors, comment est-ce qu'on arrive à exprimer la fréquence seuil ? On dit juste le travail d'extraction. Alors, le travail d'extraction, c'est la quantité d'énergie qu'il faut apporter pour réussir à arracher un électron. En fait, l'électron, il est collé entre guillemets, à sa plaque de métal, et il faut lui fournir une certaine quantité pour l'arracher. Si vous fournissez plus d'énergie, vous allez non seulement l'arracher, mais en plus, vous allez pouvoir lui communiquer une vitesse. Si vous ne fournissez pas assez d'énergie, vous n'allez pas réussir à l'arracher. Et le travail d'extraction, ça se mesure. Et du travail d'extraction, vous pouvez déduire à partir de quelle longueur d'onde l'effet va marcher. Donc vous pouvez montrer que par exemple avec du zinc, si vous voulez arracher des électrons avec du zinc, il faut les éclairer avec des photons ultraviolets. Pareil avec du platine. Alors qu'avec du césium, vous pouvez commencer à arracher des électrons avec de la lumière visible. Et ça a une conséquence pratique directe, ça a une conséquence que le césium métal, quand vous le regardez, il ne ressemble pas aux autres métaux. Ça, c'est la première chose. Donc ça vous introduit l'énergie du photon. Deuxième grandeur caractéristique du photon, c'est sa quantité de mouvement. Alors la quantité de mouvement d'une onde, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est bien décrit en physique des ondes, qu'on sait décrire en 1900, pardon. Il n'y a aucun problème, ça vous apprendra aussi à le faire l'année prochaine quand vous ferez la physique des ondes dans le cadre de la physique classique. Et on va regarder si comment est-ce qu'on peut caractériser la quantité de mouvement de l'objet photon introduit par Einstein. Donc ça, c'est le principe de base, c'est les principes des expériences qui s'appellent des diffusions. Donc l'idée, vous avez un faisceau, ici c'est un faisceau de rayons X. Le faisceau, il va s'éclater sur une cible, c'est ce que vous faites quand vous faites une radio. D'accord ? Donc la cible, ça peut être vos os ou vos muscles. D'habitude, quand vous faites une radio, la seule chose que vous récupérez, c'est il y a des rayons X qui se sont écrasés sur vos os qui n'ont pas traversé, et il y en a d'autres qui ont traversé, on regarde ce qui a traversé ou pas traversé. Là, on va placer un détecteur, et on va déplacer le détecteur en changeant l'angle, et en changeant l'angle, on va regarder si on capte ou pas du faisceau et quelle quantité on en capte. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? En fonction de la position du donc θ, c'est l'angle. Donc, si vous mettez le détecteur tout droit, vous avez des rayons X qui traversent. Donc ça, rayons X qui traversent, ça ressemble à l'expérience de Rutherford que vous avez traité en DM. D'accord ? Donc c'est, la matière est constituée de vide. Au lieu de le faire avec des électrons, vous le faites avec des rayons X, pas de problème. Si vous vous mettez à 90 degrés, vous voyez quand on va peut-être plutôt regarder comme ça, là, 45 degrés, 135 degrés, vous constatez l'apparition d'un pic secondaire qui n'est pas à la même longueur d'onde que le pic primaire. Donc il y a deux pics là. Un pic qui est à la même position que le pic primaire et un pic qui est plus exactement à la même position. D'accord ? Donc ça veut dire, l'axe des abscisses, c'est la longueur d'onde. Donc vous placez un angle donné, ici,
et vous changez la longueur d'onde du faisceau, et vous regardez si ça capte bien ou pas. Alors, qu'est-ce que c'est les... Alors, c'est une expérience qui est un peu technique à interpréter, je vous donne juste les grandes lignes, sachant que dans ce chapitre, il faut juste que... En gros, le but de ce chapitre, c'est juste de vous faire un petit vernis culturel. C'est pas que vous deveniez expert en diffusion Compton, c'est pas du tout l'objectif. Le principe de cette expérience, c'est de dire, on va s'intéresser à la partie du pic qui n'est pas à la longueur d'onde que la longueur d'onde incidente. Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on peut interpréter une différence de longueur d'onde ? On peut l'interpréter en physique classique en disant c'est un effet Doppler. C'est un effet Doppler, pourquoi ? Parce que ici, le faisceau il arrive à une certaine vitesse, le récepteur il est fixe, là ça bouge dans tous les sens, donc on peut faire une théorie de l'effet Doppler en se basant sur le fait que la cible elle a une certaine agitation. D'accord ? Ça c'est le cadre de la physique classique. Si vous faites ce cadre-là, vous montrez que la différence de longueur d'onde ici devrait être proportionnelle à la longueur d'onde. Et c'est pas ça. Ce qu'on observe, c'est que la différence, elle ne dépend pas de la longueur d'onde. Donc là, il y a encore une fois un écart entre la physique classique et l'observation. C'est un écart qui est assez subtil à détecter, celui-là. L'interprétation, c'est un schéma que vous avez peut-être déjà vu, si vous avez déjà vu des représentations en physique des particules, de choc en physique des particules. L'interprétation qui est proposée par Compton, c'est de dire qu'il y a un photon qui arrive, qui va taper le matériau, mais il ne va pas taper n'importe quoi dans le matériau. En gros, c'est comme une interprétation au billard, quoi. Le photon, il arrive, il tape un électron. En tapant un électron, l'électron, il va partir dans une certaine direction, et le photon, lui, il va avoir sa trajectoire modifiée. On dit qu'il est diffusé. Donc on fait la collision d'un photon avec un électron repos. Comment on traduit ça en termes de mécanique ? En fait, avec le photon, on peut garder, comme loi de la mécanique, la conservation de la quantité de mouvement. Donc vous avez un système isolé, et vous pouvez garder la conservation de la quantité de mouvement. Alors c'est un peu plus technique, parce que comme c'est un photon, c'est relativiste, mais l'idée de la conservation de la quantité de mouvement, si vous la si vous la transcrivez en relativité, ça donne ce qu'on appelle la conservation du quadrivecteur impulsion-énergie. Et en analysant ça, vous pouvez prévoir l'angle θ qui est attendu ici. Et vous pouvez prévoir la distribution et retomber sur la courbe qui est obtenue avant. Ça, c'est le point de départ des expériences de physique des particules. Physique des particules, vous allez faire des chocs entre plusieurs particules. Alors, résumé. Donc, le résumé, en gros, c'est ce qu'il faut connaître. Propriété du photon. Pourquoi la longueur d'onde, elle change quand on diffractait la... Oui, mais alors justement, c'est un effet qui est un effet, entre guillemets, purement quantique, le fait que la longueur d'onde diffusée soit pas la même. Alors on a déjà vu... non, je suis un peu extrême. Ouais. On a déjà vu ça, par exemple... si vous voulez, c'est un petit peu comme dans le corps noir. Le photon incident et le photon diffusé, c'est pas les mêmes. Donc vous pouvez l'interpréter en disant il y a un premier photon qui arrive, il est entre guillemets absorbé par l'électron, puis il y en a un autre qui est réémis derrière. D'accord ? L'interprétation un petit peu simpliste, mais c'est un peu l'idée qui est derrière. Alors, propriété du photon. Donc vous creusez toutes ces expériences-là, et puis vous synthétisez tout ça en disant que le photon, c'est une particule de masse nulle, donc ça vous saviez déjà, qui se propage à la vitesse de la lumière dans le vide, indépendamment du référentiel. Ça, c'est théorie de la relativité. D'accord ? Et à ça, on lui associe une énergie et une quantité de mouvement. Donc l'énergie et la quantité de mouvement, ça fait apparaître la constante de Planck petit h. La constante de Planck petit h, c'est ce qui va être caractéristique de tous les phénomènes liés à la physique quantique. Donc le photon, il fait tout en même temps. Il fait la relativité, parce qu'il n'est pas à la vitesse de la lumière, et il fait la physique quantique aussi. C'est pour ça que c'est une particule assez particulière. Énergie E égale h nu, ça vous l'avez appelé en terminale, que je réécris hc sur lambda. Nu, c'est la fréquence. H, c'est la constante de Planck. Il faut connaître son ordre de grandeur, donc 663 10-34. Et la quantité de mouvement, elle s'écrit P égale H sur 2pi. Alors H sur 2pi, ça s'appelle... Je vais vous le réécrire là. Hop. Ça se note comme ça. Mince. Faire un trait qui va bien. Ça se note H bar. Donc ça, vous l'avez peut-être vu quand vous allez chercher les TD, parce que vous allez chercher les TD. Donc H bar, c'est H sur 2pi. Ça s'appelle la constante de Planck réduite. D'accord ? Et K, ça là, on l'a déjà vu. Le K, c'est le vecteur d'onde de la physique des ondes.
Donc je vous rappelle, en physique des ondes, vous aviez des fronts d'onde, comme ça, successifs. Tac. La distance entre deux fronts d'onde, c'était la longueur d'onde. Et si j'ai des fronts d'onde successifs comme ça, c'est que j'ai propagation avec un vecteur d'onde k qui est perpendiculaire au front d'onde. D'accord? Et la norme de k, c'est 2pi sur lambda. Pourquoi k égale 2pi v sur c? K égale 2... Parce que k c'est 2pi sur lambda. Oui, alors c'est 2pi nu sur c, ouais, d'accord. K c'est 2pi sur lambda. Donc ça on l'a vu quand on a fait l'équation, enfin quand on a fait la physique des ondes. Comment on fait pour calculer P puisque M égale 0? Eh bien c'est facile. Vous avez envie d'écrire ça. Cette formule-là, vous la prenez puis vous la barrez. P, c'est pas MV. D'accord? L'expression de P va être différente de celle d'une particule de masse M à une vitesse non nulle. Okay? Alors on a déjà vu une correction de P quand on a fait la relativité. On avait déjà écrit ça. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. P égale gamma MV. Ça, c'était une particule de masse non nulle relativiste. Et là, on va avoir une nouvelle expression de P qui est spécifique au photon. Ok? Alors, du coup, c'est ce qui est écrit derrière. Donc, si on reprend les deux expressions que j'ai réécrites, on obtient ce qu'on appelle la relation de Planck-Einstein. La relation de Planck-Einstein, c'est juste une réécriture de l'énergie du photon et de sa quantité de mouvement. Donc, l'énergie, je peux l'écrire la quantité de mouvement fois C. Et si je reprends, alors c'était juste la ligne avant, si je reprends P égale HK sur 2pi et que je remplace K par son expression, j'obtiens lambda égale H sur P. Donc P, c'est la quantité de mouvement. D'accord? Je peux l'écrire de deux façons. Je peux l'écrire E sur C ou je peux l'écrire H sur lambda. Ok? Voilà, donc ça c'est... Alors après, la théorie de la relativité vous permet de recombiner les expressions de quantité de mouvement d'un photon avec celle d'une particule de masse non nulle. Du coup, s'il y a un photon et une quantité de mouvement d'une particule de matière, comment on l'interprète? Mais en fait, la notion de quantité de mouvement, elle n'est pas liée à la notion de masse. C'est vous qui l'avez apprise comme ça, parce que les premiers objets que vous avez manipulés, ce n'est pas des photons, c'est des objets qui ont une certaine masse inerte. C'est pour ça qu'on a commencé par introduire la quantité. En fait, on a fait l'introduction dans l'ordre de l'histoire. Alors P égale mv, c'est comme ça que ça a été introduit par Newton. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de quantité de mouvement est plus générale. Vous pouvez l'appliquer à d'autres objets, en particulier à un photon qui a une masse non nulle. D'accord? Alors, il y a vous connaissez cette écriture-là? E égale mc2? Ça vous parle, ça? Alors, E égale mc2, c'est une formule qui est très célèbre de la physique, mais c'est une formule qui est un petit peu... dangereuse parce que elle est assez... En fait, c'est un cas un peu réducteur. La formule générale associée, c'est pas ça. Je vais vous l'écrire à côté. Touc. Attendez, comment ça marche déjà? Tac, tac. Tac. La vraie formule, c'est celle-là. C'est E2 égale P2 C2 plus M2 C4. Ça, c'est l'expression de l'énergie dans le cadre relativiste. D'accord? Pour les ondes sinusoïdales, oui, Loïc. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est les formules qui sont proposées là, la formule de K, etc., elles sont proposées avec comme assise théorique les notions de physique des ondes. D'accord? Et la physique quantique, c'est une physique qui est dérivée de la physique des ondes. Donc on garde beaucoup de choses de la physique des ondes. On garde les équations d'ondes, on garde tout un tas de choses de la physique des ondes, et on l'adapte. C'est ça l'idée qui est derrière. C'est pour ça que la mécanique quantique, des fois, on appelle ça même la mécanique ondulatoire aussi. Alors, E2 égale P2C2 plus M2C4. Ça, c'est l'expression de l'énergie d'une particule relativiste de façon générale. Et l'avantage, c'est que ça s'applique aux photons. Donc, si j'ai un photon, et ben sa masse, c'est nul. D'accord? Et donc, si sa masse est nulle, il me reste
E2 égale P2C2. Ça fait E égale PC en prenant que la racine positive. D'accord? Et ça s'applique aussi aux objets de masse non nulle. Donc les objets de masse non nulle, bah, vous allez remplacer P par son expression. D'accord? Donc par exemple, qu'est-ce qui va se passer si vous prenez une masse petit m non nulle? Et bien vous allez avoir P égale gamma mv. Et donc vous allez récupérer comme ça l'expression d'énergie. Ok? Voilà, ça c'était juste un... Ça c'est que si gamma égale 1. Non, c'est tout le temps ça, Quentin, a priori. C'est juste le gamma, il va intervenir dans l'expression de P. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse. Et E, c'est l'énergie de la particule. Alors c'est l'énergie cinétique. Non, c'est l'énergie totale, pardon. C'est l'énergie totale de la particule. Alors, fin de la petite parenthèse là-dessus. Donc c'est juste pour vous expliquer qu'en fait, quand vous écrivez la quantité de mouvement, il ne faut pas prendre P égale mv, parce que P égale mv, c'est un cas particulier, c'est une particule de masse non nulle, non relativiste. D'accord? Je vous ai déjà montré le cas de la particule de masse non nulle relativiste. Ça, on l'a déjà fait. Et maintenant, vous avez une nouvelle expression, c'est le photon. Et ça c'est des expressions que vous connaissiez. Et donc, c'est à vous d'appliquer évidemment la bonne expression au bon moment. Parce que si vous m'appliquez P égale mv pour un photon, bah, ça va foirer. Tac, encore une question. Hop. Alors, pourquoi vous vouliez mettre une énergie potentielle pour le photon? Si vous mettez une énergie potentielle, c'est que vous générez une interaction. D'accord? Donc, quand on parle de l'énergie, on parle de l'énergie de l'objet avant qu'il interagisse avec autre chose. Et en fait, ce qui va se passer en physique des particules, c'est que votre objet il va avoir une certaine quantité d'énergie, et il va de temps en temps interagir avec autre chose quand il va rencontrer une autre particule, typiquement quand il va y avoir un choc. Et à ce moment-là, il va y avoir une interaction. Mais sinon, le reste du temps, bah, il va vivre sa vie tout seul, sans rencontrer d'autres particules. D'accord? Donc du coup, on continue. Hop. Donc là, on a des nouvelles expressions pour le photon. Alors, maintenant, si on revient sur qu'est-ce qu'on a comme expérience? On a des expériences où le photon a un cadre, enfin, où la lumière, pardon, peut être interprétée dans un cadre totalement ondulatoire. Donc ça, c'est diffraction-interférence. Et on a des expériences où l'interprétation dans le cadre corpusculaire, elle est assez pratique, c'est l'effet photoélectrique et l'effet Compton. S'il y en a qui sont intéressés par creuser le sujet, l'effet photoélectrique et l'effet Compton, ça peut aussi s'interpréter par l'interaction entre un photon classique, donc une onde classique entre guillemets, avec un atome qui lui est quantique au sens où il a des niveaux d'énergie. D'accord? Donc l'effet photoélectrique, c'est pas une preuve de l'existence du photon en tant que tel. Ça s'interprète très bien comme ça, mais c'est pas une preuve absolue. Si je veux faire une preuve absolue, entre guillemets, il faut que je fasse une expérience où je suis capable de, entre guillemets, voir les deux effets en même temps. Voir l'effet corpusculaire et l'effet ondulatoire. Et ça, c'est une expérience, alors c'est une expérience qu'on ne savait pas faire en 1900 quelque chose, mais c'est une expérience qu'on sait faire maintenant. On sait faire la même chose qu'avec les électrons, à savoir on sait émettre des photons un par un. Ça se fait à l'aide de ce qu'on appelle des boîtes quantiques. Donc on émet des photons un par un et on les envoie dans un dispositif de fond de Young et on regarde ce qui se passe. Donc c'est la deuxième petite vidéo que je vais vous montrer. Hop. Qui est où? Qui est là. Hop. Tac. Donc on en était à la fin de l'expérience avec les électrons. Donc c'est le même principe, c'est une expérience de fond de Young. Donc vous regardez l'écran. Et cette fois-ci, le capteur, c'est un capteur qui va être capable de détecter l'impact d'un seul photon. Alors comment est-ce qu'on fait ça en fait? On utilise l'effet photoélectrique, mais sur une petite cellule, et quand le photon vient taper la petite cellule, ça arrache un petit électron, ça génère un petit courant, ce petit courant il est amplifié, pour arriver après sur une représentation informatique, à savoir, s'il y a eu un petit courant, je dessine un petit carré orange. D'accord? Et je peux compter le nombre de petits carrés orange qu'il y a par tranche, c'est le graphe qui est en bas. Donc c'est le graphe nombre de photons en fonction de la position du pixel. Donc chaque impact, si vous regardez les impacts un par un, vous voyez que les impacts, ils se font de façon aléatoire, comme tout à l'heure. Et par contre, plus il y a d'impacts, plus vous allez retrouver une figure qui est la figure d'interférence
qu'on a vu en physique des ondes. Et c'est là que cette expérience elle est assez intéressante parce qu'en fait, dans la même expérience, vous avez les deux aspects, à savoir aspect corpusculaire, le photon il va venir s'écraser quelque part sur l'écran. Aspect ondulatoire, le photon il s'écrase quelque part, mais il s'écrase quand même pas n'importe où. Et donc oui, Bilal, on va se lancer dans un calcul probabiliste pour prévoir où le photon va venir taper. D'accord ? Et donc finalement, se poser la question, est-ce que le photon c'est une particule ou est-ce que c'est une onde ? C'est une fausse question. Et c'est tellement une fausse question que c'est pour ça que la mécanique quantique, ça a l'air toujours d'être une science qui est, pour le commun des mortels, insurmontable. Parce que vous vivez dans un monde où vous vous comportez comme des particules. Vous ne vous comportez pas comme des ondes. Et les situations où il y a des ondes sont des situations très caractérisées. Je lâche un caillou dans l'eau, ça fait une onde. D'accord ? Et en fait, la description de la matière, si vous voulez avoir une description fine, il faut que vous fassiez une description qui englobe tout ça. Hugo, la dualité onde-corpuscule est valable pour quel type de particules ? Et bien justement, c'est là la magie de la physique quantique, c'est qu'elle est valable pour tout le temps, n'importe quand, dans n'importe quelle particule, elle est même valable pour vous. Et le but du cours, c'est qu'on voit dans quel cas est-ce qu'on en a besoin ou pas. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre d'un cadre théorique, c'est vous pouvez construire un cadre théorique pour la beauté de ce cadre, c'est ce que font les physiciens théoriciens, ou alors vous pouvez construire un cadre théorique parce que vous en aurez besoin dans une situation donnée. Exemple, vous faites le pendule simple par le théorème du moment cinétique, vous pouvez tout à fait me résoudre ce problème-là en utilisant la théorie de la relativité générale. D'accord ? Le cadre permet de résoudre ce problème-là. Bon, soit dit en passant, si vous vous lancez là-dedans, c'est un peu stupide parce que ça va vous prendre 3 heures, alors qu'avec le cadre de la mécanique newtonienne, ça suffit. Donc ça, c'est l'idée, je construis un cadre théorique, je fais une expérience et je regarde si cette expérience rentre dans le cadre. Si elle rentre dans le cadre, c'est bien. Si elle rentre pas, j'élargis le cadre. Ou alors j'essaie de comprendre pourquoi elle rentre pas. Et là, on est en train de poser le cadre de la physique quantique. Alors du coup, on va revenir à la petite présentation qui était là. Hop. Donc ça, c'est l'expérience photon par photon qui est résumée ici. Ok ? Alors il y a une image qui est assez célèbre pour expliquer l'histoire de la dualité onde-corpuscule, c'est cette image-là. Donc c'est un cylindre, et suivant comment vous éclairez le cylindre, soit vous voyez un carré, soit vous voyez un rond. D'accord ? Le carré, c'est la particule, et le rond, c'est l'onde. Mais l'objet de départ, c'est un cylindre, et c'est les deux en même temps. C'est votre point de vue qui fait que vous allez voir un carré ou un rond. Et bien en physique quantique, c'est pareil, c'est votre point de vue qui va faire que vous allez traiter ça comme une onde ou traiter ça comme une particule. Ou alors des fois un peu les deux. Alors il y a une façon assez un peu cuisine de se poser, de répondre à la question est-ce que j'ai besoin d'utiliser la physique quantique ou pas. Une première façon, c'est de regarder ce qui se passe énergétiquement. Et c'est d'évaluer en fait les échanges énergétiques qu'il va y avoir entre votre système et l'extérieur. Donc là, je vous ai fait un petit topo qui vous permet de comparer ça. Et vous aurez un traitement quantique si le quantum d'énergie, en fait, c'est la bonne échelle. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez de l'énergie qui correspond à, à 250 milliards de photons, ça ne sera pas la peine de faire un traitement quantique. Par contre, si ça correspond à 1, 2, 3, 4 photons, là, vous serez obligé. Ça, c'est une première approche. Après, on verra un peu plus tard qu'il faut qu'on généralise ça dans le cas des atomes et des molécules, par exemple. Alors, on va continuer, on va refaire un peu de physique des ondes, du coup, pour avancer. Ça signifie quoi un traitement quantique ? Ça signifie justement un traitement qui utilise le cadre, qui n'est plus le cadre de la mécanique de Newton. Donc les lois vont plus être les mêmes. Est-ce qu'avec la mécanique de Newton, vous êtes capable d'interpréter cette expérience-là ? La réponse, c'est non. Pourtant, chaque objet pris un par un, vous avez bien envie de le traiter comme une particule. D'accord ? Et si vous le traitez comme une particule, vous êtes en train de faire de la mécanique. Donc ça, c'est une expérience où si j'applique le cadre de la mécanique de Newton, le résultat que j'obtiendrai ne sera pas le même que celui que j'observe pour de vrai. En pratique, j'obtiendrai, dans le cadre d'une mécanique de Newton, là-dedans, j'obtiendrai jamais de figure d'interférence. Ok ? Alors maintenant, on va essayer de sonder la matière. Et pour ça, l'expérience qu'on peut faire, c'est les expériences de diffraction de rayons X. Et après, l'idée, c'est on va essayer de faire ça avec d'autres objets.
Alors, principe de base, ça s'appelle la diffraction de Bragg. Vous envoyez un faisceau de rayons X sur un réseau. Alors le réseau, c'est le même réseau que celui qu'on a traité en optique, quand on a fait le goniomètre à réseau. Sauf que c'est tridimensionnel dans la vraie vie. C'est un morceau de cristal. Qu'est-ce qui va arriver à la lumière? Elle va arriver sur un réseau et elle va être diffractée ici par les trous. Alors les trous, c'est les petites fentes qu'il y avait dans le réseau. Et on va regarder dans quelle direction elle est bien diffractée. D'accord? Ça, c'est l'idée de départ. Si vous faites ça pour un cristal, vous aurez une figure qui ressemblera à celle-là. Donc la petite pointe qui est ici, c'est l'endroit où vous avez posé votre petit échantillon et vous le bombardez avec des rayons X. Et ça à chaque fois qu'il y a un petit rond de lumière, ça dit, ok, il y avait une direction θ dans laquelle la diffraction, entre guillemets, se faisait bien. D'accord? Donc c'est la généralisation à 3 dimensions de ce qu'on avait vu quand on a fait le gonio à réseau. Je ne sais pas si vous vous rappelez la formule du gonio à réseau, c'était sin θ égale P lambda sur A. Ben, vous pouvez généraliser ça. Ok? Ça, diffraction rayon X, pas de problème, on sait faire. Donc là, je vous ai réécrit la condition d'interférence. Et oui, du coup, ça diffracte dans plusieurs directions. Et alors, ça, c'est utilisé, si je reviens quand même un peu en arrière, la figure que vous obtenez ici est caractéristique de l'arrangement cristallin de votre ensemble d'atomes. Est-ce que vous avez déjà fait la cristallo en chimie, du coup, là, vous avez déjà fait les arrangements, les faces centrées, etc. Non, pas encore. Bon, c'est un truc que vous allez faire, je pense, dans pas très longtemps. Les solides cristallins, ils sont caractérisés par un arrangement périodique d'atomes. Et en fait, vous avez plusieurs façons de réaliser cet arrangement qui conduisent à plusieurs réseaux, des réseaux cubiques, des réseaux hexagonaux, etc. Et chaque arrangement génère une figure de diffraction qui lui est propre. Donc juste en regardant cette figure, si vous êtes un expert en rayon X, vous pouvez dire, ah bah tiens, ça c'est un cristal qui a une structure cubique face centrée. Le trait noir, c'est là où il y a le petit échantillon que vous posez, que vous bombardez. Ok? Et derrière, c'est l'écran en fait. Donc il y a, en fait, l'échantillon il est au bout du trait, c'est pour ça qu'on voit une espèce de trait là. Il est au bout d'un bâton. Vous tendez, vous imaginez, vous prenez un bonhomme qui tend un bâton et au bout il y a l'échantillon, et puis au bout de l'échantillon vous bombardez avec des rayons X. Et il ne faut pas bombarder le bonhomme en fait. D'accord? Donc voilà, ça, si vous l'interprétez, vous pouvez remonter à la structure cristalline. Donc c'est utilisé pour caractériser les structures cristallines. D'accord? Là, les rayons X, ça ne sert pas que à faire des radios, donc vous en servez quand vous faites des radios. On s'en sert aussi pour caractériser la matière. Et la caractéristique des rayons X, c'est que leur longueur d'onde est de même ordre de grandeur que la distance intermoléculaire. Donc maintenant, si je reviens au réseau, vous imaginez que chaque trait, c'est un atome, et que la distance d, c'est la distance entre deux atomes. Je choisis la longueur d'onde du faisceau de lumière, de façon à ce que la diffraction se fasse bien, donc je la prends du même ordre de grandeur que cette distance-là. D'accord? Le faisceau de lumière, ici, c'est lambda. Ça, c'est la distance entre les deux atomes. Je prends lambda du même ordre de grandeur que ça. Ça, encore une fois, on l'a vu quand on a fait le cours sur les interférences. Je vous avais posé dans ce cours-là les conditions pour obtenir des interférences. Donc cette relation-là, c'est la relation qui correspond à la formule des réseaux. Donc si ici c'est le réseau, avec la lumière qui arrive comme ça. Donc c'est celle qu'on a faite en TP d'optique, d'accord, à une dimension. Après, vous allez pouvoir la généraliser à 3 dimensions, parce que au lieu que la lumière elle arrive bien comme ça, elle peut aussi... le réseau, il n'est pas forcément bien perpendiculaire, il peut être un peu tordu comme ça. D'accord? Donc ça se généralise à 3 dimensions, mais ça vous explique pourquoi il y a plein d'autres pics. Mais c'est pas l'objet de ce que je veux raconter. Donc ça, on sait faire. L'idée qui va arriver derrière, c'est de dire, ok, on sait faire ça avec des photons. Comment est-ce qu'on a fait pour caractériser le photon? On a dit, bon ben, c'était une onde au départ, si vous voulez, en termes de structuration de la pensée à ce moment-là, les physiciens, ils décrivaient la lumière comme une onde en 1900. D'accord? Il y a une description de la lumière corpusculaire, c'est la description qui était la description de Fermat, qui revenait à dire, ok, la lumière c'est des petits grains, et c'est des petits grains qui viennent bombarder
des petites surfaces. Et ça, c'est la description qui a été théorisée et mathématisée par Fermat. C'était la description d'ailleurs qu'avait Newton. Newton, il décrivait la lumière comme des petits grains. D'accord ? Sauf qu'on arrive fin du 19e siècle, et là, il y a un type qui s'appelle Young qui fait des expériences dans lesquelles il montre que la lumière génère des phénomènes d'interférence, et donc toute la communauté dit ok, la lumière c'est une onde. D'accord ? Donc vous imaginez l'idée, à ce moment-là, tout le monde pense que la lumière c'est une onde, plus personne ne veut décrire la lumière comme des particules, d'accord ? Et Einstein, pour interpréter l'effet photoélectrique, il dit ok, la lumière c'est une onde, mais je vais quand même la décrire comme une particule. D'accord ? C'est un petit peu comme si, je sais pas, vous voyez un tableau, tout le monde le voit rouge, et il y a un seul type qui le voit. Enfin, il y a un type qui dit non, le tableau il est pas rouge, il est bleu. Et puis là, tout le monde dit ah oui, vous avez raison, le tableau il est bleu. D'accord ? C'est le même, c'est un peu la même chose. De Broglie, il va faire pareil, mais à l'envers. De Broglie, il va dire ok, tout le monde décrit la matière comme des particules. Einstein, il a décrit le photon comme une onde, et il a dit ok, c'est une particule. Mais moi, je vais faire l'inverse. Je vais dire, la matière, c'est quoi ? C'est aussi une onde. Et si c'est une onde, je vais lui associer une longueur d'onde. Et donc, De Broglie, il postule qu'à toute particule de masse m, on peut associer ce qu'il appelle une onde de matière, et qui caractérise par sa longueur d'onde, lambda égale h sur p. Donc ça s'appelle la relation de De Broglie. Et si vous regardez l'expression de la relation de De Broglie, elle ressemble furieusement à la relation de Planck-Einstein, qui était au-dessus, si je reviens, qui est là. C'est la même. D'accord ? Sauf que ce qui change entre les deux, c'est ce truc-là. C'est P. Le P, c'est la quantité de mouvement. Donc ici, pour une particule de masse m, ben P, ça serait quoi ? Ça serait mv si elle est non relativiste, ça serait gamma mv si elle est relativiste. Et De Broglie, il dit juste ça. Il dit, je suis capable, enfin, je décris la matière comme une onde. D'accord ? Si vous remettez ça en termes dans le contexte, c'est une idée qui est totalement stupide. C'est complètement bizarre de décrire la matière comme une onde. Sauf qu'il postule ça à une époque où on sait faire justement les expériences de diffraction. Et on sait faire les expériences de diffraction à rayon X. Et donc en postulant ça, il donne un moyen de vérifier sa théorie. Comment on fait pour vérifier sa théorie ? Il suffit de prendre une particule qu'on connaît, et, j'y viens Hugo, et d'essayer de lui faire subir une expérience dans laquelle on voit un effet ondulatoire. Donc un effet ondulatoire, c'est diffraction ou interférence. D'accord ? Donc du coup, c'est l'idée qui a été mise en place par Davison et Germer en 1900. C'est combien d'années ? Je ne me rappelle plus l'année. J'ai pas envie de dire une bêtise. C'est dans les années 30, c'est avant les années 30. Donc l'idée, c'est de dire, je vais faire cette expérience-là. Merci monsieur. Merci Loïc, 1927. Donc je vais faire cette expérience-là, mais au lieu de bombarder mon matériau avec des rayons X, je vais les bombarder avec des électrons. Ça tombe bien, je sais je sais fabriquer des faisceaux d'électrons. Je fais comment ? J'utilise un canon à électrons. Au passage, vous aurez remarqué que le canon à électrons, c'est un truc, ça fait au moins 4 fois que je vous en parle. Il est là. D'accord ? Et l'avantage du canon à électrons, c'est qu'en contrôlant le potentiel que vous allez appliquer, donc ça se fait avec ici le potentiomètre, et bien vous allez pouvoir contrôler l'énergie cinétique de sortie de vos électrons, ici là. Et donc si vous contrôlez l'énergie cinétique, indirectement vous contrôlez la quantité de mouvement, vous contrôlez la vitesse. D'accord ? Vous envoyez ça sur une cible et vous faites une diffusion, alors c'est une rétrodiffusion, et vous récupérez ici un détecteur, et vous caractérisez ce qui se passe en fonction de l'angle qui est là. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que en fonction de l'énergie que vous envoyez à l'entrée, vous allez collecter ici un passage par un pic. Le passage par un pic, donc il y a un pic, il y a un creux ici. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis à angle fixé, donc je suis à 50 degrés, là, et je change l'énergie. Donc comment est-ce qu'on va interpréter ça ? On va dire si je suis autour de 55 électronvolts là, au niveau du pic, il se produit des interférences constructives. Si je suis à 40
ou à 75, il se produit des interférences destructives. C'est pour ça que j'ai un creux, un pic, un creux. Et après, vous pouvez faire la même chose en changeant l'angle à une énergie cinétique fixée. Donc à 50, ici c'est 54 volts, et vous changez l'angle. Et vous voyez qu'il y a un pic ici, un creux ici, un creux ici. Ça, c'est une expérience qui est assez importante, parce que c'est une expérience qui est compatible avec le fait qu'il se produit un phénomène de diffraction. Et l'objet qui diffracte, c'est l'électron. Donc vous avez un électron qui diffracte, l'électron se comporte comme une onde. Pour fixer les ordres de grandeur, donc l'idée de départ, c'est si je veux faire une diffraction, il faut que la longueur d'onde de ce qui m'intéresse soit du même ordre de grandeur que la distance intermoléculaire, ce que j'ai écrit là. D'accord ? Donc ça revient à trouver quelle est la longueur d'onde. Là, pour ça, vous prenez la relation de De Broglie, donc c'est lambda égale h sur p. P, vous le remplacez par mv, en disant que c'est non relativiste, on va voir si ça marche. Et vous isolez v là-dedans. D'accord ? Et bien si vous remplacez lambda par sa valeur ici en ordre de grandeur, vous trouvez que v, c'est 4 10 puissance 6 mètres par seconde. 4 10 puissance 6 mètres par seconde, c'est super facile à faire. Ça nécessite juste d'accélérer les électrons sur une tension de 50 volts. Donc c'est très simple. Vous pouvez le faire au labo de physique. 50 volts, c'est facile. Donc les électrons, en fait, ils sont relativement lents. Et donc finalement, l'expérience qui est ici, cette expérience-là, elle est encore plus facile que l'expérience de diffraction par les rayons X, parce que générer le faisceau incident, c'est super facile. Non, A, c'est pas l'ouverture de la fente. A, c'est ici, là, le cristal, si je le représente comme ça. Donc là, je représente un réseau cristallin. Tac. A, c'est la distance moyenne, ici, entre deux atomes. C'est l'ordre de grandeur de la distance intermoléculaire au niveau du cristal. Ça correspond, si vous voulez, à l'ouverture à la distance entre deux fentes dans le réseau. Ça correspond au pas du réseau. Ok ? Et Charles A égale lambda, en fait, je me sers de ça pour fixer quelle tension je vais appliquer ici, entre guillemets, pour que ça marche. Si je mets une tension trop grande, la longueur d'onde ne sera pas bonne. Si je mets une tension trop petite, la longueur d'onde ne sera pas bonne aussi. Donc je me place à la tension qui permet d'avoir justement une longueur d'onde de De Broglie qui est de l'ordre de ce truc-là. D'accord ? Et je règle ça à ce moment-là. Donc Hugo, c'est la même chose que pour Charles. En fait, je règle la tension pour avoir A égale lambda. Ce qui va me permettre de valider la théorie. Ça répond à vos questions là ou pas ? Ok. Et donc, quand l'expérience de Davison est faite, en fait, le 54 volts, il correspond exactement le pic à cet endroit-là pour une tension de 54 volts. Si vous faites l'analyse de ce qui est attendu en termes d'angle pour la figure de diffraction, c'est-à-dire si vous reprenez, c'est un petit peu avant cette formule-là, en la retravaillant un petit peu parce qu'il y a 2-3 petits détails, mais vous allez prévoir que je dois avoir un pic à cet angle-là, exactement. Et donc vous allez dire, ok, ben cette formule-là est compatible avec le fait de décrire le faisceau d'électrons comme une onde de matière. D'accord ? Et ça, c'est le point de départ de la dualité onde-corpuscule appliquée, pas au photon, mais appliquée à la matière, qui est le point de départ de la physique quantique. D'accord ? Sachant que si vous projetez un petit peu, il y a des choses que vous avez déjà apprises à faire. Je pense en particulier en chimie, quand vous avez fait les orbitales 1s, 2s, 2p, etc. En fait, quand vous faites ça, vous faites déjà de la physique quantique. Voilà. Donc ça, c'est l'expérience historique. Visualisation moderne de ce truc-là, c'est l'expérience que je vous ai montrée au tout début de l'heure, avec les interférences, les fentes Young électron par électron. Donc c'est les 4 figures-là. Chaque impact est aléatoire, mais la somme de tous ces impacts vous génère une figure d'interférence. Et là où ça devient rigolo, c'est qu'en fait, cette expérience-là, on peut la faire avec des trucs qui sont un peu plus gros, entre guillemets, que des électrons. Parce qu'un électron, ça a l'air facile, c'est petit, quoi. Donc ça se comprend bien qu'on peut faire diffracter un électron. On peut faire ça avec des trucs beaucoup plus gros. Donc là, vous avez tout un tas de molécules. Ça serait la représentation que vous feriez des molécules en chimie. Vous avez appris à faire en chimie. C'est-à-dire, je prends des liaisons et je les dessine par des traits. D'accord ? Donc ça, c'est la représentation du chimiste. Je vais vous faire la représentation du physicien qui est spécialiste de la physique quantique. Ça va ressembler à un truc que vous allez bien aimer. Dessin, hop. Touc.
Donc vous avez vu comment le chimiste il représente ses molécules. Il fait comme ça. Il met des traits, etc. Il peut même faire des trucs comme ça. Hein. Voilà, ça c'est H2O. Vous avez remarqué que le physicien, lui, c'est pas bien dessiné. Ben moi, si je veux représenter, dans le cadre de la mécanique quantique, ce truc-là, au lieu de faire ça, je vais faire ça. Donc c'est un peu extrême, mais c'est l'idée. D'accord ? Je vais le représenter comme une espèce de tas qui va correspondre à l'onde de matière. Et c'est ce truc-là qui va se promener. Alors ça me permet de faire un truc qui est assez contre-intuitif, qui est la chose suivante. Tac. Tac. Je prends une molécule. Ici, il y a le champ de pesanteur. Et cette molécule tombe. Bah, qu'est-ce qui se passe en physique classique? La molécule, qui est représentée comme ça, soit elle tombe, elle s'écrase, d'accord? Soit elle passe. Mais si elle est trop grosse, en physique classique, elle passe pas. D'accord? La notion de trop grosse, trop petite, en physique quantique, ça n'existe pas. Et donc vous pouvez parfaitement faire, entre guillemets, passer une molécule, entre guillemets, trop grosse, à travers une fente, entre guillemets, trop petite. Vous faites diffracter cette molécule par la fente. Et ça correspond aux expériences qui sont proposées juste après, que je vais vous remettre, qui sont ici. Touc. Alors ça, c'est c'est cette vision-là. Donc là, voilà. Donc vous suivez les... Donc c'est des molécules qui... attendez, je vais vous les faire dans l'ordre. Alors il y a la version où vous les faites tomber par la gravitation. Je ne l'ai pas mise après. Non, c'est celle-là. Donc vous faites tomber votre molécule, et sauf qu'au lieu de mettre une fente, vous en mettez deux. Donc là il y a deux fentes, comme ça. D'accord? Et la molécule elle est en train de tomber. En physique classique, la molécule elle fait quoi? Elle tombe soit par la première fente, soit par la deuxième. Il n'y a pas de piège. Et du coup, vous récupérez un tas de molécules qui est passé par la première, un tas qui est passé par la deuxième. Quand vous faites l'expérience, en fait, vous récupérez quoi? Vous récupérez des figures d'interférence. Et ces figures d'interférence, en fait, ça correspond à la diffraction de l'onde de matière par le passage par les deux fentes en même temps. Ça, c'est la version de la molécule qui tombe. Et au-dessus, ça, c'est la version un peu plus jolie. C'est la version où vous chauffez ici avec un four. Donc, vous allez générer un faisceau de particules qui va partir comme ça. D'accord? Et vous allez les faire, entre guillemets, diffracter par des grilles. Et vous allez les détecter de l'autre côté, comme ça. Le laser, il sert juste à, entre guillemets, révéler les choses pour qu'on les voit bien. Voilà. Et suivant la position de votre capteur, là, vous allez avoir soit beaucoup, soit pas beaucoup, soit beaucoup, soit pas beaucoup, etc. etc. Donc ça, c'est caractéristique d'interférence. Et là, c'est un réseau avec plein de grilles, en fait. C'est pas juste deux fentes. Alors, application de ce truc-là. Alors, mais si elles diffractent, elles vont pas aller jusqu'au capteur s'il est en face. Bah si, justement, c'est ça. En fait, le capteur va détecter l'événement. La molécule est arrivée ici. D'accord? Mais vous ne serez pas capable de dire par où elle est passée, par quel trait par quel trait du réseau, entre guillemets, elle est passée. Vous serez juste capable de dire qu'elle est arrivée de l'autre côté. D'accord? Alors après, il y a tout un tas de travail derrière qui est des travaux théoriques. Si vous cherchez même à savoir par quel trait elle est passée, il se passe un truc qui est magique. Savoir que c'est que la figure d'interférence disparaît. C'est-à-dire, si vous vous posez la question par quel trait c'est passé, c'est que dans votre questionnement, vous vous posez une question qui est une question de physique classique. Et ce qui se passe dans l'expérience, c'est que la figure disparaît. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme application? Il y a l'application de la microscopie électronique. Donc, la microscopie électronique, c'est un truc qui est utilisé dans les labos de recherche. C'est un super microscope, mais au lieu d'utiliser la lumière comme sonde, on va utiliser des électrons. Et on va fabriquer tout ce qui nous sert dans un microscope, à savoir on va fabriquer des lentilles. Donc on peut fabriquer des lentilles qui servent à focaliser des faisceaux d'électrons. Et ça permet de faire des images avec une résolution qui est meilleure
que la résolution que vous allez avoir en microscopie optique. Donc là, vous avez quelques exemples. Donc ça, c'est un exemple qui est d'actualité, c'est un virus qui se dépose sur une membrane. Celui d'après, c'est la tête d'une fourmi. D'accord. Et celui d'après, ça c'est une cellule, je ne me rappelle plus ce que c'est celui-là. C'est un autre truc de biologie, je demande à une biologiste. Ok. Autre application qui est utilisée, c'est les techniques de diffraction de neutrons. Donc diffraction de neutrons, même principe que les techniques de diffraction qu'on a vues avant. Vous générez un faisceau incident de neutrons. Alors le problème des neutrons, c'est que c'est difficile de les accélérer parce que vous ne pouvez pas les accélérer dans des champs électriques ou magnétiques, vu qu'ils sont non chargés. Donc quand vous allez contrôler quand même le faisceau incident, alors ça se génère par... vous allez fabriquer un faisceau de neutrons en faisant des chocs de la matière sur... en faisant des chocs sur une première cible. Ça va vous générer le faisceau. Après, vous pouvez quand même contrôler sa vitesse. Et puis, vous allez récupérer, donc là, vous avez un échantillon, et puis vous allez regarder dans quelle direction est-ce que le neutron diffracte bien. Ça va donner des figures qui ressemblent à celle-là. Donc, les directions 1, 1, 0 et 1, 1, 1, c'est des coupes dans les plans cristallins. Ça, c'est la figure caractéristique d'un matériau qui est parfaitement cristallin, avec aucun défaut. Et le trait plein, c'est le modèle du matériau parfaitement cristallin. Ok ? À quoi ça sert ? Ça va servir par exemple si votre matériau, vous voulez détecter un écart au cas cristallin. Donc ça va servir par exemple si vous fabriquez quelque chose et que vous voulez vérifier qu'il n'y a pas de problème. Exemple, vous fabriquez une plaque de silicium qui doit être parfaite, qui va vous servir ensuite à générer un microprocesseur. La plaque de silicium de départ ne doit pas avoir de défaut. Et avec ces techniques-là, vous allez pouvoir détecter les défauts à l'échelle atomique sans détruire le matériau. C'est ça qui est important, c'est que vous ne détruisez pas le matériau. Donc ça vous permet de faire des techniques d'analyse à l'échelle microscopique en fait. À plus grosse échelle, ça peut servir aussi dans les métaux si vous voulez détecter des endroits où il y a des fissures dans des métaux. C'est des zones de fragilité en fait. Donc c'est des expériences où on peut se servir des diffractions par les neutrons. Alors maintenant, si on revient aux expériences d'interférence, on va essayer de voir comment on les interprète, et je pense qu'après, j'aurai fini ce que je voulais raconter pour aujourd'hui. Donc, je reviens d'abord. Hop, ici. Depuis quand ils peuvent faire ces... Alors, les expériences de diffraction par les neutrons, c'est les années 50, 60. D'accord ? Et c'est concomitant avec, justement, le développement de la physique des semi-conducteurs. Alors, c'est une technique, hein, il y en a... Je ne dis pas que vous faites des diffractions de neutrons tous les 2 jours dans les salles blanches, mais c'est une technique qui peut être utilisée pour vérifier. Non, il y a tout un tas d'autres techniques de vérification. Il y a des techniques optiques, il y a tout un tas d'autres trucs. Ok ? Du coup, alors si je reviens sur les expériences d'interférence, là, sur la figure de gauche, vous avez le cas donc, de la source, alors on va imaginer que c'est un électron, et cet électron, on le fait passer par un dispositif de forme Young, on fait l'expérience 1 million de fois, et on récupère la figure d'interférence. D'accord ? À droite, vous avez la même chose, sauf qu'il n'y a plus qu'une seule fente, qui est la fente F1, et la fente F2 est fermée. Vous faites l'expérience 1 million de fois, vous allez récupérer la figure qui est à droite, qui n'est plus une figure d'interférence, mais qui vous dit juste, en gros, l'électron, il va tout droit, et de temps en temps, peut-être que s'il tape un peu sur les bords, il va partir à gauche, à droite. Ça ressemble plus, la figure de droite, ça ressemble plus à une figure de diffraction. Ok ? Comment est-ce qu'on interprète ça ? On va interpréter ça en termes de probabilité. On va dire, si je note PI, la probabilité d'impact après passage par la fente I, et P total, la probabilité d'impact en un point M, ce que je vais te dire, c'est que la somme des probabilités de passer par 1 et 2 n'est pas égale à la probabilité qui est en M. D'accord ? Donc là, vous avez la traduction mathématique de ce truc-là. Ça, c'est la distribution de probabilité P1 passage par la fente 1, qui a un pic qui est ici, qui correspond à la position de la fente 1, là. Pareil pour la fente 2, le deuxième pic, il est ici, là. Si vous faites P1 plus P2, vous n'obtenez pas P. D'accord ? Et ça, c'est un truc qu'on a déjà dit quand on a fait des interférences, en termes de lumière.
Alors justement, les électrons n'interfèrent pas entre eux. Chaque électron passe tout seul en fait. Hein. Les électrons, ils passent un par un. Ok. Comment est-ce qu'on avait fait ça en termes d'interférence avec la lumière? On avait dit, je fais passer de la lumière par une fente, j'obtiens une certaine quantité, une certaine figure de diffraction. Je fais passer par une autre fente, j'obtiens une autre figure de diffraction. Si j'ouvre les deux fentes en même temps, il y a des endroits où j'ai plus de lumière. Et on avait caractérisé les interférences par lumière plus lumière égale noir. Ok? Et bien là, on peut faire pareil. On peut dire P1, ici, probabilité non nulle, P2, probabilité non nulle, et j'ai la somme des deux trucs qui fait 0. Donc c'est mathématiquement, il y a un problème. Ok? Donc là, on va associer ça par... enfin, on va essayer de donner une interprétation probabiliste de ce truc-là. Alors, pour poser les choses, c'est quoi l'abscisse du graphe? C'est la position, c'est l'endroit où vous êtes ici, comme ça. D'accord? La position sur votre écran. Alors, il y a un principe qui est le principe de complémentarité. Alors, c'est un énoncé qui est assez obscur et qui dans l'esprit n'est pas si difficile que ça à comprendre, qui est de dire qu'une particule, elle ne peut pas faire en même temps une onde et un corpuscule. Alors, l'idée, c'est en fait comment est-ce que vous allez détecter le type de comportement d'une particule? Vous allez faire une expérience. Pour faire cette expérience, vous allez construire un dispositif expérimental. Et le dispositif expérimental, il est adapté à tel ou tel type d'expérience. Par exemple, si je fais l'expérience, je veux savoir par où est passé l'électron, je suis en train de raisonner de façon corpusculaire. Parce que si vous avez une onde, là si je redessine des formes d'ondes, si au départ de l'expérience j'ai une onde, vous ne vous posez pas la question par où est passée l'onde. Vous dites, ok, c'est une onde, elle est diffractée ici et ici. D'accord? Ça, c'est ce que vous faites en physique des ondes. Donc vous ne vous posez pas cette question. Le fait de vous poser la question par où est passé l'électron, c'est que vous n'êtes pas en train de raisonner avec une onde, c'est que vous êtes en train de raisonner avec une particule. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si vous vous posez cette question-là? Le résultat de votre expérience va mettre en avant la façon dont vous avez posé la question, à savoir un comportement de type corpusculaire. Et donc vous n'allez pas voir le phénomène d'interférence. Donc si vous voulez savoir par où passe l'électron, vous perdez la figure d'interférence. Ça, c'est le principe de complémentarité. Alors une fois qu'on a posé tout ça, on peut poser le postulat. Le postulat, ça va être la loi de départ qui va permettre de commencer à prévoir des choses. Et cette loi de départ, elle se base sur un nouvel objet qui est une onde. D'accord? Mais c'est pas une onde au sens une onde des ronds dans l'eau. C'est une onde qui s'appelle une onde de probabilité, qu'on appelle la fonction d'onde. Donc ça, c'est le postulat de la fonction d'onde. À chaque particule quantique, alors je dis particule quantique pour bien dire que je suis à l'échelle de la physique quantique, je vais associer ce que j'appelle une onde de probabilité, qui est un objet qui est complexe, pas au sens il est difficile, mais au sens il appartient au corps des complexes. Et je vais décrire les expériences par une loi cadre d'évolution de cette onde de probabilité. Et cette loi-là, que j'ai pas encadrée dans le poly parce qu'elle n'est pas au programme, si je me rappelle bien. Je suis même pas sûr que je l'ai mis dans le poly, je l'ai mis à la fin si je me rappelle bien. Donc cette loi-là, ça s'appelle l'équation de Schrödinger. C'est l'équation qui décrit l'évolution spatio-temporelle d'une onde de probabilité. Ok? Alors, on va faire le lien avec la probabilité de présence, justement. Donc le lien avec la probabilité de présence, c'est ce que je fais juste après. Donc vous êtes en un point M de l'espace, ici, à un instant T donné. Vous n'allez pas mesurer ça. Ça, c'est pas possible à mesurer. La seule chose que vous allez pouvoir mesurer, c'est est-ce que j'ai une chance ou pas. Donc, par exemple, le point M, c'est un point de l'écran tout à l'heure. C'est un point de l'écran qui est ici. Mon écran est là. Voilà, c'est ce point-là. Vous n'allez pas mesurer la fonction d'onde, vous allez mesurer est-ce que j'ai une chance ou pas d'avoir un impact. D'accord? C'est ça que vous allez chercher à mesurer. Pourquoi il est impossible de rendre compte des propriétés des particules matérielles indépendamment des mesures? Parce que la physique est une science expérimentale qui se base
sur une description du réel à partir d'une expérience. D'accord ? Si vous voulez caractériser des choses sans les mesurer, vous faites plus de la physique, vous faites de la métaphysique ou des maths. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même d'être capable de décrire les choses, de les mesurer, pas juste pour les mesurer, mais après pour pouvoir reproduire les expériences, puis pouvoir les adapter, les modifier, les améliorer, etc. Ok ? Alors donc du coup, je me place en un point M de l'écran. Je vais être capable de mesurer, par exemple pendant un certain temps, je vais mesurer combien il y a d'électrons qui sont venus taper. Et de ça, je vais pouvoir en déduire quelle est la probabilité que l'électron d'après vienne taper à cet endroit-là. D'accord ? Et ça, on va lier la probabilité de trouver l'électron à cet endroit-là, à l'instant qui m'intéresse, à la fonction d'onde par cette relation-là. D'accord ? Petit delta V, c'est le petit volume qui entoure, c'est le petit volume autour du point M. Donc le module au carré de la fonction d'onde, c'est la densité de probabilité de présence de la particule au point M à l'instant T. La densité de probabilité de présence, ça vous dit la chance que vous allez avoir si vous mettez un capteur à cet endroit-là, si vous faites une mesure à cet endroit-là, qu'il se passe quelque chose à ce moment-là, ou pas. Mais c'est qu'une densité de probabilité de présence. Ça veut dire, vous mettez votre capteur, peut-être qu'il ne va rien se passer. D'accord ? Et par exemple, si vous avez une densité, si vous avez un module de psi carré qui vaut, je sais pas, 0,99, et bien le 0,99, peut-être que quand vous allez faire votre expérience, vous n'allez rien mesurer. Alors que dans 99% des cas, vous auriez dû mesurer quelque chose. D'accord ? Pourquoi ça dépend de T ? Parce que une onde, ça évolue dans le temps, ça se propage dans le temps. Donc c'est normal que la fonction d'onde dépende du temps. Par exemple, imaginez vous pouvez voir ça comme un essaim d'abeilles qui se promène. Au début, votre essaim d'abeilles, il est à une certaine... Il est quelque part par là, et puis après, il se promène vers la droite, il s'est déplacé. Donc si vous comptez le nombre d'abeilles qu'il y a dans une région de l'espace, ce nombre dépend du temps. Ok ? Ça, c'était la question, pourquoi ça dépend de T ? Mais quelle est la formule de la fonction d'onde ? On ne sait pas. Mais si, la fonction d'onde, on va la trouver en résolvant l'équation de Schrödinger. Et c'est tous les développements que vous allez faire, alors pas avec moi, parce que c'est pas programme de sup, c'est tous les développements que vont faire les élèves de la filière PC qui vont résoudre l'équation de Schrödinger dans certains cas particuliers. Nous, on le fera sur des cas très vieux, en fait. Alors, pour le moment, vous ne savez pas faire, mais vous allez apprendre à le faire. Ok ? Et vous allez voir il y a un exercice du TD où on résout l'équation de Schrödinger, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Alors, quand vous construisez ça, alors ça a l'air d'être une équation qui tombe du ciel. Vous dites IH bar dψ sur dt égale H psi. H, c'est l'opérateur hamiltonien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous faites là, c'est un produit matriciel. Hein. C'est pas H fois psi, c'est le produit matriciel de H fois la matrice psi. D'accord ? C'est une description matricielle. Ou alors, si vous le faites avec une description bien ondulatoire, vous allez calculer des intégrales dans tous les sens. Donc ça a l'air tordu, mais en fait, techniquement, les outils mathématiques dont vous avez besoin, c'est calculer des intégrales et calculer des produits matriciels. Et tiens, à gauche, c'est une dérivée, mais c'est une dérivée partielle. Parce que psi, ça dépend de la position, x, y, z et du temps. Et donc quand je fais dψ sur dt, c'est que je me place à x, y, z fixé. D'accord ? Alors dérivée partielle, oui, je peux vous expliquer, mais en fait je le fais plutôt sur la stat flux, parce que j'ai laissé la fin du poly de stat flux, je ne sais pas si vous avez remarqué, et c'est exprès. Parce qu'en fait j'en ai pas besoin pour le moment. Donc Hugo, si ça vous embête pas, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Sachant que pour le moment, vous n'en avez pas besoin. Là, je vous ai juste posé l'équation pour vous dire que en fait, ça tombe pas du ciel. Il y a une équation qui est une équation maîtresse. Cette équation, c'est un peu le principe fondamental, c'est le principe fondamental, si vous voulez, de la mécanique quantique. C'est somme des forces égale ma. D'accord ? C'est-à-dire, c'est le point de départ. Et après, vous allez construire tout ce que vous allez construire à partir de ça. Et là où il va falloir faire attention, c'est qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans. Donc, ce que vous allez mettre là-dedans, ça correspond à quelles sont les forces que vous allez mettre en mécanique. Si vous vous plantez dans vos forces, fatalement, vous vous plantez dans la résolution. Là, c'est pareil. Ok ? Et cette équation-là, c'est pareil. Schrödinger, elle n'est pas tombée du ciel.
vous pouvez décrire la mécanique classique, donc somme des forces égale ma, vous pouvez la redécrire par ce qui s'appelle la description hamiltonienne de la mécanique classique, et qui aboutit à une équation qui ressemble furieusement à celle-là, pour la description de la mécanique classique. D'accord? Mais ça, c'est de la théorie. Étienne, on dérive que par rapport au temps? Oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est le principe de la dérivée partielle. Ouais. Et dérivée partielle, non, Timothée, on l'a pas vraiment utilisé en élec, je m'en suis pas trop servi. Ça va venir un peu plus tard. Ok? Alors du coup, une fois que j'ai posé ça, bah, je peux revenir à l'interprétation de l'expérience. Comment je vais interpréter l'expérience des formes d'ions? Je vais dire le point M de l'écran qui est là, il est caractérisé par une fonction d'onde psi de M à l'instant T. D'accord? L'équation de Schrödinger, c'est une équation qui est linéaire. Donc une équation linéaire, vous gardez un principe qui est un principe clé en physique, qui est le principe de superposition. Donc plutôt que de poser la question par quelle fente est passé l'électron, on va dire quelle est la fonction d'onde totale. Et on va dire la fonction d'onde totale, ça va être la somme de deux fonctions d'onde qui correspondent à deux situations. Première situation, ça passe par la fente 1, deuxième, ça passe par la fente 2. C'est ce qu'on écrit là. Et on a le droit d'écrire ça parce que l'équation maîtresse est une équation linéaire. Et du coup, quelle va être la probabilité de détection? Bah, ça va être proportionnel au module carré de la fonction d'onde. D'accord? Et si vous calculez le module carré de la somme de deux termes complexes, bah ça fait psi 1 carré plus psi 2 carré plus ce terme-là. Alors psi étoile, c'est le complexe conjugué. D'accord? Et ce terme-là, c'est le terme d'interférence. Et justement, c'est ce terme-là qui va vous permettre d'avoir des situations où ça, c'est égal à 0, alors que ça, c'est pas égal à 0, et que ça, c'est pas égal à 0 non plus. D'accord? Et vous retrouvez une idée qui était l'idée que vous aviez quand vous faisiez des interférences avec de la lumière, à savoir lumière plus lumière égale noir. Là, vous dites électron passe par 1 plus électron passe par 2 égale pas d'électron. C'est un peu la traduction de ça. Ok? Et on ne peut pas additionner des probas à cause de ce terme, exactement. Alors attention, c'est pas des probas discrètes, hein, c'est des probas. Vous avez déjà fait les distributions de probas continues en maths? Je crois que ça, c'est des trucs que vous savez faire. C'est pas des probas discrètes comme je lance un dé entre 1 et 6. C'est vraiment c'est des distributions continues, c'est une densité de probabilité. Quoi. D'accord? Voilà, donc ça fixe un petit peu le point de départ le cadre. Alors vous, sur le cadre en tant que tel, vous n'avez pas grand-chose à connaître en fait finalement, mais je trouve que c'est quand même important que vous ayez une petite vision transversale de ce truc-là. Et alors après, demain, ce que je ferai, c'est que je finirai ce cadre-là en montrant quelques situations où, à partir de ce cadre-là, on peut déterminer des choses sur ce qui va se passer pour de vrai. Et donc j'arrête le cours ici pour aujourd'hui. Tac. Alors attendez, on va faire ça.